Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Finalement, la guerre de principes qui sépare Lucien de sa fille finit par les éloigner drastiquement. Bon sang, pourtant, les idéaux politiques de Lucien sont clairs. Pourquoi serait-il licencié de la direction de Vue, sinon ? Ah oui, parce que vous ne le savez pas encore, après la publication d'un numéro sur la guerre civile espagnole, où le rédacteur en chef se place clairement du côté des Républicains, le conseil administratif de Vue a décidé en 1936 de l'écarter du journal. Depuis le coup de massue que la revue a reçu après l'article sur l'URSS, je dis l'article, le dossier on devrait dire, il ne faut plus prendre de risques et Lucien est devenu incontrôlable. Pour son plus grand malheur, Vogel voit son magazine adoré passer carrément aux mains de l'ennemi, un anticommuniste notoire du nom d'Alfred Mallet. Ça fait mal. Mais il ne se laisse pas abattre pour autant. La lutte contre le fascisme reste son seul et unique objectif. Et même sans Vue, tout n'est pas fini. Du côté de Jean, par contre, ça ressemble à la fin. En décembre 1936, le Benjamin est très mal en point, alors qu'il luttait déjà, vous vous souvenez, contre des coups de fatigue violents et d'intenses problèmes respiratoires. Il fait maintenant face à un mal de dos particulièrement douloureux. 1 an auparavant, les médecins lui ont diagnostiqué un mal de pote, c'est-à-dire une tuberculose osseuse, aussi invalidante que résistante aux soins. En avril 1937, Maurice, le patriarche des Brunhoff, pousse, lui, son dernier soupir. À ce moment-là, Jean a à peine la force de faire l'aller-retour sur Paris pour assister aux funérailles. Le 16 octobre de la même année, il succombe à sa maladie. Le mal de pote a fini par gagner la partie. Michel est désigné comme le tuteur des petits, Laurent, Mathieu et Thierry, le dernier de la fratrie. C'est dans cette ambiance, très triste évidemment, que je vais désormais vous emmener dans la dernière partie de l'histoire fascinante des Brunhoff. La première génération n'est maintenant plus de ce monde, rejoint assez vite par leur jeune fils, le célèbre auteur de Babar. Toutefois, il reste encore à la famille de nombreux exploits à accomplir. Ne croyez pas que c'est fini. De toute façon, je pense que vous l'avez maintenant compris, l'histoire des Brunhoff, c'est d'abord et avant tout une histoire de résistance. Donc ce nouveau et dernier chapitre, c'est donc bien celui de la Seconde Guerre mondiale, vous l'avez compris. Le 1er septembre 1939, 2 nouvelles effroyables tombent. Premièrement, l'Allemagne a envahi la Pologne. Deuxièmement, la mobilisation générale vient d'être annoncée. Michel, bloqué à Vichy à cause de la réquisition des trains pour l'armée, s'inquiète de la situation dans la capitale. Comment vont les bureaux de Vogue ? Est-ce que la revue va être suspendue ? Est-ce que si tout s'arrête, sa famille va connaître de nouveaux soucis financiers ? Quand il rejoint enfin Paris, un vent d'angoisse l'assaille. Presque tous ses collaborateurs ont quitté la ville. Les plus vieux ont fui les bombardements et les plus jeunes seront bientôt appelés sur le front. Ça recommence. Si les bureaux de Vogue sont déserts, les maisons de couture, elles, ne baissent pas les bras. La maison Hermès, par exemple, a déjà commencé à s'adapter à la situation en sortant un étui pour masque à gaz à exhiber lors de dîners en ville. Imaginez l'accessoire de très mauvais goût. Quand les Allemands envahissent le territoire français, Michel reste en première ligne dans les bureaux de Vogue et du Jardin des Modes, un journal appartenant à Condé Nast, dont il est le rédacteur en chef. Il s'est en effet toujours abstenu d'afficher trop publiquement ses opinions politiques, ce qui peut maintenant lui faire gagner un peu de temps face aux nazis. Lucien, par contre, fait partie des patrons de presse figurant sur la liste noire des envahisseurs. S'ils arrivent à Paris, il n'y a aucun doute qu'il se fera arrêter et même exécuter. Il n'a pas le choix. Il faut fuir. Cosette et lui partent donc les premiers se réfugier dans un château dans le Bordelais. Michel, lui, reste donc en arrière. Avant de quitter la capitale, il préfère s'assurer que l'ensemble des employés toujours présents dans les bureaux de Vogue a eu le temps de se mettre à l'abri. Paris est devenu dangereux sous les tirs de l'aviation ennemie. Après un long et dangereux périple durant lequel Marcel, Michel et les 2 enfants évitent la mort de justesse à plusieurs reprises, ils rejoignent enfin les Vogel dans le château où ils se cachent. Tous leurs amis de Paris sont réunis à cet endroit-là. Et il était temps pour eux d'arriver à bon port, c'est officiel. L'ennemi a pris possession du nord de la France. Le 18 juin 1940, les Brunhoff et leurs amis parisiens sont tous réunis dans un silence de plomb autour de la petite radio. Ils écoutent avec attention
un appel. L'appel du général de Gaulle. Le discours est glaçant. S'il donne des notes d'espoir, il confirme tout autant la gravité de la situation. Michel et Marcel, résolus, se tournent alors vers Lucien et Cosette. « Se cacher ici n'est plus suffisant, leur disent-ils, il faut que vous quittiez le pays. » Après un débat animé de plusieurs heures, les Vogel finissent par céder, ils partiront pour les États-Unis. Les Michel, eux, rentrent à Paris. Là-bas, plus rien, évidemment, n'est reconnaissable. Le studio photo de Vogue a été réquisitionné par le Troisième Reich. L'ensemble du matériel dernier cri qui s'y trouvait leur est désormais inaccessible. La seule bonne nouvelle, c'est que l'industrie de la mode demeure pour l'instant à Paris. Goebbels a bien tenté de délocaliser l'industrie à Vienne ou à Berlin, mais ses conseillers y sont opposés. Selon eux, ça aurait été un véritable suicide économique. Par contre, si la mode française a gagné une bataille, la presse, elle, est en grande difficulté. Vous l'imaginez bien, face à la censure de l'occupant, il devient presque impossible de faire paraître un journal. La stratégie de l'Allemagne consiste en fait à racheter les parts des maisons de presse jusqu'à en devenir majoritaire, et puis leur imposer une ligne éditoriale approuvée par le Troisième Reich. Si un patron de presse s'y oppose, son approvisionnement en papier est tout simplement coupé net. Et bientôt, c'est au tour de Michel de faire face à la Propaganda-Abteilung pour négocier les modalités de la reparution de Vogue. Fin août 1940, le jour fatidique arrive. Pendant l'entretien, le sujet principal de la discussion, c'est pas la ligne éditoriale de la revue, c'est Lucien qui y travaille encore assez étroitement. Malgré les efforts de Michel, le verdict tombe quelques semaines plus tard. Vogue est arrêté. C'est la fin. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.